Bonjour à tous, bienvenue sur La Courbe, le podcast qui commente l'actu de la Creator Economy. Je suis Adrien Vincent, je suis rédac-chef de Socialrama, le média qui décrypte le monde de l'influence pour les professionnels du marketing, de la communication et des médias. Et aujourd'hui, on va classer l'actualité de la semaine en pré-hype, en hype, en dé-hype et en retour de hype sur La Courbe. Aujourd'hui, au sommaire, le petit gars de Perpignan, Nasdaq, qui fait mieux que la NASA, TF1 qui clash YouTube, tandis que France TV s'y épanche, la grande consultation de Joyka et ses 4 millions de vues par vidéo pour savoir qui inviter à la prochaine, Clem qui court, la star du running qui nous fait le coup de la panne, des fléchettes, du foot, du rugby, de la F1. Le mois de mai est rempli d'événements sportifs initiés et dirigés par des créateurs. Et puis le plus fun, les journalistes influenceurs qui prennent leur indépendance et lancent leurs propres médias. On appelle ça les newsfluencers. C'est tout de suite dans La Courbe. Je suis accompagné par Adrien Labastire, fondateur de Golden Moustache et actuel fondateur de Kessel, l'éditeur de newsletter et l'agent de talents intelligents. Et je suis également accompagné par Thibaut Ferrari, fondateur de Dreamcast Studio, qui produit ce podcast et à qui nous devons tout ce décor et tout ce podcast. Merci à toi, Thibaut. Bienvenue à tous les deux. Bonjour messieurs. Bonjour Adrien. Bonjour. Thibaut, le sommaire est riche, mais tu as peut-être un point supplémentaire à nous partager. Oui, qu'on va parcourir très vite, mais j'ai vu passer il y a quelques jours l'info que Seb sortait un nouveau docu qui s'appelle 30. J'en sais pas beaucoup plus d'ailleurs sur le sujet, à part qu'il a eu 30 ans cette année, donc ça doit être lié. Et il a annoncé surtout en grande pompe une première diffusion du format au sein des cinémas MK2. Et je trouvais ça juste encore intéressant de souligner cet exemple de multidiffusion de ce type de format événement qui du coup a lieu au ciné. Pour certains, encore plus exceptionnellement à la télévision, mais on a presque une chronologie des médias qui s'installe avec en origine des créateurs. Ouais. Et c'est assez fort et ça augmente d'année en année. Donc voilà. D'ailleurs, intéressant, c'est qu'il choisit aussi le moment du Festival de Cannes et le lieu du Festival de Cannes. C'est qu'il est invité en plus cette pour la première. Voilà. Donc la date n'est pas choisie au hasard. On commence tout de suite avec Nasdaq. Adrien, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Alors Nasdaq, 29 ans, 9,7 millions de followers, d'abonnés sur Snapchat. C'est un phénomène. C'est le deuxième plus gros Snapchatter français derrière Hashmi. Alors Nasdaq... On l'a vu dans la commission... Oui. On l'a vu. Ouais. Exactement. Commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok, juin 2025. Excellent pour la santé. Exactement. C'est ça la conclusion. Ça fait du bien à tout le monde. Réponse. Alors le casting était rêvé quand il est passé. Limite, c'était le moins controversé de tous, puisqu'il a été entouré par Adé Laurent, Alex Hitchens et Julien Tanti. Voilà, donc Adé Laurent, pornstar masculin, Alex Hitchens masculiniste, pas encore pornstar, en tout cas pas à ma connaissance, et Julien Tanti qui a pas mal de casseroles et pas mal de procès en cours ou passés. Un casting de rêve. Exactement, un casting de rêve qui... c'est glamour c'est que Nasdaq passe pour le doux agneau au milieu de la clique. Ouais. Mais ce qui est assez malin. Ce qui est assez juste, hein, moi je trouve hyper intéressant ce qu'il fait. Déjà, le plus intéressant pour Nasdaq, c'est que, comme souvent les Snapchatters, donc j'ai parlé d'Hashmi, mais on pourrait aussi parler de Fares Salvatore, c'est des méga stars, mais qui sont mal considérés, très peu connus, et en tout cas méconnus par rapport à leur impact global sur la société en France. C'est-à-dire des gens qui arrivent à mobiliser des foules énormes et pour autant qui n'ont pas les sponsors, qui n'ont pas les marques à la hauteur de leur notoriété. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, Snapchat n'est pas consulté à l'intérieur du périph'. Genre, c'est ça le drame. Et j'en parlais avec Jamel, qui est le manager d'Hashmi. Et lui disait, voilà, aujourd'hui, les gens ne regardent pas, en tout cas les décideurs du marketing, de la communication, des médias, des plateformes, ne regardent pas, à titre personnel, Snapchat.
Voilà, il y a une espèce de biais où on a l'impression que tout le monde est sur Instagram. Or, la réalité, la consommation des plateformes est beaucoup plus diverse. C'est bien entendu, Instagram a une forte pénétration, mais Snapchat aussi réunit des millions et des millions de Français. On parle de 20 millions de Français qui consultent Snapchat. C'est clairement pas un Mais c'est-à-dire un blockbuster sur Snapchat, ça se comptabilise en combien de... Alors, on a des chiffres très précis que j'ai pu vérifier. Hashmi, Nasdaq et Fares Salvatore, ils ont des sortes de saisons et ils font des sortes de télé-réalité un peu nouvelle génération qui concentrent et sur lequel ils multiplient les stories Snapchat. Et Hashmi, quand il fait sa Hashmi House, c'est 4 millions de viewers par épisode par soir. 4 millions. Il n'y a personne qui ait fait des tels scores en concentré En quotidienne. en 24 heures. Voilà, c'est pas 4 millions sur un mois, c'est 4 millions en moins de 24 heures. Bam. D'un point de vue énorme. publicitaire, c'est exceptionnel comme potentiel. C'est exceptionnel. Il y a Je me quelques permets de annonceurs. préciser, Adrien Vincent, les gens ne savent pas forcément que tu es un ancien patron d'agence média aussi. Et donc, comment t'expliques qu'il y a plein de gens dans les agences médias qui sont quand même assez analytiques, que personne ne tilte là-dessus? Alors, c'est le biais. Parce que 4 millions en 24 heures, Ouais. c'est vraiment de la publicité. Enfin, toi, tu as une puissance de publicité qui est incroyable. La publicité, il y a des éléments rationnels dedans, et puis il y a un moment des choix qui s'opèrent, qui sont dictés aussi par les biais de consommation personnelle qu'on peut avoir. On a l'impression que tout le monde a la même consommation de médias que soi, et on a l'impression que, comme je disais tout à l'heure, que tout le monde est sur Insta. On oublie Snapchat. Il y a ce premier point. La deuxième raison, et c'est vrai que le contenu produit par Nasdaq ou par Hashmi et pas en termes de prod hyper élevé. On peut considérer que parfois le vocabulaire est pas assez châtié. On peut considérer que c'est trop segmentant. On peut considérer que c'est trop communautaire. Bref, il y a plein d'excuses qui permettent aussi de ne pas y aller. Et les quelques marques qui y vont, parce qu'il y en a qui y vont, elles ont des résultats faramineux. Je me demande quand même, et on coupera peut-être ça au montage, si on ne devrait pas passer un coup de téléphone à Grégory, le patron de Snapchat, tout à l'heure, pour lui proposer de sponsoriser cet épisode, parce qu'on est en train de faire une pub de dingue pour Snapchat, là. Ça j'ai dépend pas- ce que déjà je, reçu ça de dépend ce que je vais dire juste après. Ouais. Quand j'ai reçu l'argent, Oui, non, mais ça n'a aucune quand importance. j'ai travaillé et quand on a fait une interview justement d'Ed Jamel, voilà, c'est clair que ça fait bouger les lignes. Donc on a cet impact-là. Oui. Donc je reviens quand même sur le Nasdaq parce que c'est important et pourquoi c'est important? Parce qu'il s'agit de savoir où est-ce qu'on le positionne dans la courbe. Est-ce qu'on le met en hype, en pré-hype, en dé-hype ou en retour de hype? Bah là, tu veux y aller, Adrien? Je t'en prie. Sur un sujet comme ça, retour, nouvelle saison et tout, il est en hype. Mhm. Je l'aurais mis là. Eh ben, je trouve que l'analyse que tu viens de faire donne plutôt l'impression qu'on est en pré-hype, c'est-à-dire qu'on a un potentiel non réalisé. Vos deux analyses sont intéressantes, mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est retour de hype. En tout cas, c'est celle qu'on a décidé de donner. Et, Avec un jury? Oui. Parce qu'il Exactement. revient Ok. après son. Exactement. oui. Après l'actu de l'année dernière. Il revient, c'est-à-dire La qu'en pertinence de ce mec. 2 jours avant son audition parlementaire, il avait annoncé sur Snapchat son retrait des réseaux. Il avait dit « Je vais faire une pause, je vais me consacrer à ma famille, ça allait trop loin, etc. » Il s'était mis en pause. Une pause qu'il a quasiment respectée. Il a fait quelques apparitions médiatiques, notamment il a donné une interview au Parisien, etc. Mais c'était très très light. Il est revenu néanmoins en février pour inaugurer sa nouvelle villa, parce que tout son concept, ça se passe dans sa villa, sa télé-réalité qui est une sorte de... où il accueille plein de personnalités, pas connues, mais des personnages. Vous savez comment ils disent en Sincérité. télé-réalité? Le terme pour désigner Ouais. les candidats, ils appellent ça des créatures dans le métier. D'accord. Ça dit quand même quelque Ça en chose dit long, du- ouais. Du côté, Du cynisme. Ouais. Cynisme qu'on Et de peut la avoir. déshumanisation. Ouais. Et de l'héritage savant fou que se donne en fait, Ouais. C'est ça. de l'expérience. Voilà. En tout cas, donc il est revenu en février, excusez-moi. Il a fait surtout, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on en a parlé en avril dans Socialrama, c'est qu'il est également apparu 3 fois sur Twitch au cours du mois d'avril. Il a explosé les compteurs. Il réunissait en moyenne 260 000 vues
Oui, vu en moyenne sur ces lives Twitch, ce qui est faramineux quand on regarde les équivalents. Sur un de ses lives, il a même à un moment dépassé le live de la NASA qui diffusait au même moment. C'était pendant Mission to Mars, Mission to the Moon. Bref, c'était faramineux en termes de score. Et ce qui nous intéresse, et ce que je trouve très frappant, c'est sa capacité à pouvoir faire basculer les audiences de Snap vers Twitch. C'est-à-dire qu'il dit à sa communauté, donc ses 9,7 millions d'abonnés sur Snap, retrouvez-moi sur Twitch, et en quelques minutes, les gens arrivent à basculer par centaines de milliers. Et tu sais quoi, je pense que c'est un enjeu stratégique majeur pour lui, avec Snapchat qui monétise de moins en moins. Il a besoin d'emmener sa communauté sur une plateforme qui peut monétiser, et Twitch est un Eldorado pour ça. Par contre, il y a une limite pour moi qui m'apparaît évidente, c'est, et d'ailleurs qui est une limite aussi pour les annonceurs, le côté brand safe de son contenu. Sur une plateforme comme Twitch, ça va être compliqué. Donc il y a aussi, je pense, toute une transition éditoriale qui va se faire dans le basculement en fait, d'une plateforme à l'autre. Ça, c'était la fin de notre publicité gratuite pour Snapchat, je crois. Ouais, c'était un peu la chute, comme on dit. La chute est dure. Chers amis, moi je vous propose qu'on bascule sur un autre sujet qui n'était pas dans l'ordre que j'avais prévu, mais... attention parce qu'on est très psychorigide avec toi. Mais c'est une transition toute trouvée. Nasdaq, Hashmi, pour moi, c'est des injustices. Le fait que ce sont des stars, mais qui se retrouvent, ils sont cantonnés à Snapchat, alors un peu à Twitch aussi, mais ils sont très peu visibles par ailleurs. Et ça pose la question de voir toujours les mêmes têtes dans les vidéos. Quel transi, je valide. Exactement. Alors, le sujet, hype, déhype, pré-hype ou retour de hype, le Google Form de Joyka. Je vous en dis pas plus. Moi, je trouve ça très intéressant. Très intéressant ? Ouais. Ok, mais c'est pas la question. Parce qu'avant, on se faisait un peu chier, mais là... Hype, déhype, retour de hype ? Moi, j'avais pré-hype. C'est pré-hype. Ouais. Ou déhype des formats actuels, du coup. Merci. Déhype des formats actuels. Il y a un vrai sujet... Ouais, à la fin, donc à chaque fois, j'ai pris le temps de réfléchir. Ça sera une décision péremptoire comme ça. Okay. Joyka, c'est quand même 6,88 millions d'abonnés sur YouTube. C'est une puissance monstrueuse. Chacune de ses vidéos, c'est 3-4 millions de vues. Donc c'est vraiment à chaque fois, il est dans notre top 3, notre top 5 des vidéos les plus vues de la semaine ou du mois. Joyka, il a pour habitude d'interroger sa communauté à travers des petits Google Forms, des petits questionnaires bricolés facilement. Et souvent, il demande qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme nouveau gâteau, etc. Et là, il allait un peu plus loin. Il a fait presque l'autocritique de on retrouve toujours les mêmes personnes en invité dans nos vidéos. Qui aimeriez-vous voir dans mes prochaines vidéos. C'est très intéressant parce que ce constat-là, on l'avait fait quand on a regardé qu'on a listé les 30 vidéos les plus vues du premier trimestre 2026 sur Socialrama. On se rendait compte que 50% des vidéos étaient tenues par 3-4 mecs. C'est toujours les mêmes qui rentrent en premier et c'est toujours les mêmes qui s'invitent. Donc en plus, c'est toujours des garçons. Genre à 80%, c'est des garçons. Et c'est pour ça que c'est fondamental. Et moi, j'essaie de défendre pourquoi pré-hype. C'est parce que ça peut peut-être annoncer un changement assez important. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a une sorte d'oligopole de YouTube où en fait, par le jeu de je t'invite pas dans ma vidéo et auprès de mon audience, il y a une sorte de contrôle en fait du top 10 YouTube par quelques personnalités. C'est tout à leur crédit d'avoir réussi à rassembler autant de gens et une telle audience. Mais effectivement, le YouTube Game, potentiellement, est bloqué par ça, parce qu'il n'y a pas d'émergence. Enfin, contredisez-moi si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'à part Amine, personne n'est apparu. Ouais, surtout. Ouais. Ça fait beaucoup de temps quand même que l'émergence est beaucoup plus lente des méga stars sur YouTube, en tout cas. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu as vraiment la confrontation d'un retour quali qui est vraiment issu, avant c'était des commentaires là directement d'un questionnaire, qui s'oppose peut-être à une donnée quanti qui te fait pas arriver à l'évidence de cette conclusion si tu regardes juste les performances des contenus où ils s'investissent tous entre eux. Mais si tu étais Joyka par exemple, est-ce que tu déciderais du coup d'inviter des gens pas connus sur ta chaîne et pour quelle raison tu ferais ça ?
C'est quoi la stratégie qui est derrière? Déjà, c'est quoi déjà la première inquiétude, c'est de voir est-ce que ça va générer une baisse de perf ou pas. Est-ce que ces formats qui sont excellents en fait sont la garantie de la performance, ou est-ce que d'avoir choisi MGS c'est une mauvaise habitude, ou c'est une mécanique pour générer de la puissance. Et ça, c'est vraiment au test qu'on va voir ce qui se passe. Et après, je trouve que c'est assez structurant, assez bénéfique, à mon avis, sur le long terme pour l'ensemble des créateurs de se renouveler avant qu'il y ait une saturation. Ça arrive souvent d'un coup, en fait. Donc, c'est bien de le casser avant que ça arrive. C'est très juste. 2 points pour rebondir sur ce que vous dites. Premièrement, il y a des créateurs fantastiques qui sont un peu encore sous les radars, 100 000, 200 000 abonnés, qui réalisent un travail formidable. Et je pense qu'il faut les mettre en avant. Et c'est notamment le rôle des plus gros d'aller les chercher, de les dénicher et de les mettre en avant. Voilà. Et donc de favoriser cette émergence, etc. De composer avec des castings qui soient des gros, qui savent très bien faire l'animation, parce que c'est vrai que à force de faire des vidéos, ils sont tous des très bons clients entre eux. Ils sont drôles, ils maîtrisent très bien l'art de l'animation. Donc, mais composer avec quelques touches de newcomer, je pense que ça serait nécessaire. La deuxième remarque par rapport à ce que vous dites, c'est que ce phénomène qui a été théorisé sur le terme d'Algo Babies par une créatrice de contenu, Roman Daly, récemment. Donc, les Algo Babies, ce sont en fait des enfants des algorithmes. C'est les cousins des Nepo Babies. C'est exactement, c'est un clin d'œil aux Nepo Babies, qui sont ces fils d'acteurs qui ont émergé et qui sont nés avec un capital supérieur aux autres acteurs grâce à leur famille, grâce à leurs parents, et qui ont pu bénéficier de présence dans les films et dans les castings à Hollywood beaucoup plus que les autres, beaucoup plus facilement que les autres. Et on peut considérer que les Algo Babies, par comparaison, sont aussi favorisés, que depuis 10 ans, ils ont construit un capital sur YouTube, ils ont accumulé un capital sur YouTube qui leur permet de créer une barrière à l'entrée et d'empêcher les autres d'émerger. Est-ce que c'est l'intérêt de YouTube d'ailleurs, ça? Non. Non, YouTube a intérêt à montrer la diversité de ce qui existe. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de créateurs, de mid-créateurs qui sont extrêmement talentueux et qui mériteraient d'être mis en avant. Je pense que c'est l'intérêt de YouTube, c'est l'intérêt des gros créateurs aussi de favoriser, comme tu disais, cette diversité, de l'encourager. Moi, je trouve... Et ça, c'est le cas sur toutes les plateformes. Moi, je ne trouve pas. En fait, d'un point de vue strictement stratégique et cynique, c'est pas leur intérêt de mettre en avant la nouvelle garde qui va les remplacer. Et je vais même vous dire, j'ai parlé de ce sujet il y a quelques mois avec un gros créateur, je vous dirai pas qui me disait là vraiment on a basculé du moment où on était tous solidaires entre les gros et les petits parce qu'on développait une plateforme à vraiment une dynamique de protectorat de l'acquis pour ceux qui sont en place. Mais c'est vrai, je sais pas si c'est affirmé, mais c'est ressenti. Il y a 10 ans sur YouTube, il y avait vraiment cette espèce d'aide, d'entraide, il y avait un esprit en fait qui poussait. Ils ont sentiment, ça y est, d'être sur un marché qui a atteint une forme de maturité, et que maintenant on défend des parts de marché. Ça, ils le diront pas, mais c'est ressenti. Ce qui serait intéressant à mon avis, ça serait de regarder chaque année, je sais plus, ça s'appelle toujours le Brandcast, le show que fait YouTube pour. Je pense, ouais. C'est de voir en fait ce qu'eux choisissent de mettre en avant. Parce qu'en fait, oui, aux États-Unis, c'est le 13 mai prochain. Ouais. Pendant la saison des Upfronts, qui est la saison où toutes les plateformes et les chaînes de télévision aussi présentent leurs nouvelles grilles, leurs nouveautés, etc. Et puis après, il y a le Festival YouTube en France qui arrive aussi à la rentrée. Ça sera aussi, effectivement, c'est très intéressant de voir comment est-ce que ça va être amené. Moi, ce que je disais, c'est que ce sujet-là, il est construit par les Algo Babies, et il est présent sur toutes les plateformes aussi. Et on peut se rendre compte. Et à l'étranger également ou pas ? À l'étranger également. Juste sur, on a vraiment une culture de la collab en France, plus que dans beaucoup d'autres pays. Okay. Oui, et de l'influence, c'est tout à fait. C'est vrai qu'en Hongrie, c'est beaucoup plus faible, la collab. Oui, alors depuis 3 mois, c'est en train de reprendre. On est sur une croissance de 20-23% sur ce pays-là en particulier. Donc ça, je trouve que 2026 reprend bien. En cas en Hongrie. Ouf, exactement. Michou également, qui sur TikTok a sollicité sa communauté, leur demandant: dites-moi qui je dois inviter la prochaine fois, donnez-moi un nom en commentaire. C'est marrant parce que du coup les autres vont suivre. Oui, c'est un peu du clientélisme après dès que tu passes. Exactement. Thibaut n'aime pas Michou.
Alors si, pour le coup, mais l'action est un peu opportune. Ouais. Michou, gros coup de la part de M6. M6 qui a une partie des droits des matchs de la Coupe du Monde de football aux États-Unis là, en juin prochain. Ils ont tous les droits. Tous les droits, a mandaté et a embauché Michou comme Laurent Paganelli sur le terrain, au bord du terrain, pour commenter, diffuser et pour réagir. Comme Lena pour Disney+, et les Oscars. Exactement, c'est une très bonne comparaison. Comme Elliot Doyle pour The Voice. Très très bien. Super, peut-être j'ai une transition qui est un peu moins bonne sur celle-là, puisque je ne l'ai pas. Laissez-nous juger. En voilà quand même. On est dans un cercle d'acceptation. Oui, alors je sais pas Il y a de quoi j'ai envie de vous beaucoup de parler. De quoi je pouvais pas. Je vais pas vous parler des news influencers. Je vais garder pour la fin parce que c'est vraiment le sujet le plus sexy. Donc on va le garder à la fin. Si on va parler, mais si puisqu'on parlait, j'avais une transition toute trouvée. Ok. Puisque on parlait du foot et de la Coupe du Monde de football. Restons dans le sport. Le mois de mai est truffé d'événements sportifs initiés par des créateurs. Il y a le 11 All-Star 2. La deuxième édition, qui est le match de foot d'Amine, qui aura lieu au Parc des Princes le 24 mai. Il y a le Crunch Creator, qui est le match de rugby, qui aura lieu à Bordeaux la veille, le 23 mai, qui opposera une équipe d'Angleterre et une équipe de France. Il y a également la Fléchette Cup à Lille, initiée par Le Bouzeux. Moi, j'attends ça avec impatience. Tout le monde l'attend avec impatience. Et le Grand Break Kit Kat, alors ça c'est un tout petit moment créateur, c'est vraiment autour d'une marque, mais c'est un simulateur de F1, ça se passera à Paris, et il y aura quand même beaucoup d'influenceurs qui seront invités. Tous ces événements-là, ils sont vraiment leadés par des créateurs. On avait parlé la dernière fois de à quel point les créateurs peuvent re-hyper un sport, redonner de l'intérêt pour quelque chose qui soit méconnu, soit un peu en loose. Forcément, vous mettez où ce qu'on nous a appelé les créateurs LED live sports. Vous les mettez où? Hype, des-hype, retour de hype ou pré-hype? Hype. Oui. J'allais dire retour de hype parce qu'il y a une grande période, j'ai l'impression que c'était un peu creux et que ça revient là, mais c'est peut-être saisonnier. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez tous les deux peut-être raison, mais Adrien Labastire, tu colles à l'avis définitif de Socialrama, donc c'est effectivement totalement hype. Ça se passe aussi en Angleterre, on voit ça aussi beaucoup aux États-Unis. Comment est-ce que tous les créateurs sont utilisés? Soit le niveau 0, c'est de les inviter à un événement sportif pour qu'ils filment. Le niveau un peu supérieur, c'est de les faire participer. Et là, aujourd'hui, c'est carrément qu'ils organisent le match et l'événement. Mais moi, je le classerais pas forcément dans la catégorie du sport, mais plutôt dans un truc proche de l'entertainment ou du game show. Parce qu'en fait, dans le sport, en tant que spectateur, tu viens quand même regarder une performance. Parfois associée avec de l'émotion, justement, dans la performance. Une sorte d'exigence, tu vois, et de dépassement de soi. Et là, pour moi, l'angle est un peu différent. On rentre par l'attachement qu'on a à des personnalités. C'est amusant, c'est divertissant. Et je trouve qu'on n'est pas dans la dimension pure du sport. Ouais, c'est quelque chose très vrai comme remarque. De très solennel, en fait. Tu vois, et d'ailleurs, tout est mis en scène pour ça. C'est-à-dire, tu vois, je prends des exemples idiots, mais tu as l'hymne national, tu as un certain nombre de récompenses. C'est très, très mis en scène, en fait, le sport. Et là, on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre, pas de l'anecdotique, mais si je prends un élément de comparaison avec le tennis, il y a Roland Garros. Et puis, il y a le tournoi des célébrités avec Mansour Barami et John McEnroe. On regarde ça 5 minutes, comme ça, c'est sympa. C'est pas réellement le sport. Et je dis ça pas pour exprimer un jugement de valeur, c'est pas le point, mais en termes même de business, ça n'a pas forcément la même implication, quoi. C'est hyper intéressant, je l'avais pas vu comme ça. J'aurais néanmoins une petite limite à ça. Le dernier GP Explorer, le GP Explorer 3, a fait pleurer des gens, a convié énormément d'émotions, notamment à la fois du suspense. C'est même un peu des frissons parce qu'on parle quand même d'un sport automobile, donc avec le danger que ça représente. Et puis, des émotions très très fortes au dernier tour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Squeezie qui s'est fait accrocher
par, je ne sais plus si c'était pas Cocotte ou quelque chose comme ça, et qui donc a pas pu gagner, terminer la course, et ça a déclenché des pleurs, de l'émotion, de la réconciliation, il y a même de la haine qu'on doit forcément réprimer, mais toutes les émotions du sport étaient présentes à ce moment-là, une grande tension, un grand moment de tension. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du sport auto et que on parle de quelque chose qui est voilà, très, très dangereux, très spectaculaire? Est-ce que c'est pas parce que, à force de s'attacher et à force de créer finalement des rendez-vous, le premier, le deuxième, le troisième, et à force que les gens comprennent les règles et s'attachent plus peut-être au sport qu'aux personnes ou à leur personnalité, c'est peut-être ça qui a fait que le GP Explorer était une réussite en termes d'émotion aussi. Mais tu as Ouais. raison sur le reste. Quand pour regarder du foot, parfois ça joue pas très bien et c'est plus rigolo de voir les blagues de Freddy Gladieux plutôt que de Et voir la retournée acrobatique qui n'existe l'excellent pas. Freddy Gladieux. C'est vrai qu'il est bon. Je te rejoins là-dessus. Je pense que on va pas faire une analyse de ce qu'est le sport, mais il y a une notion d'engagement aussi. Je suis pas sûr que les créateurs s'engagent autant en termes d'entraînement, d'implication dans un GP que dans un fléchette cup ou un pétanque ou un truc. Non, mais c'est Il peut y avoir des pareil. risques néanmoins. C'est pas un Sur la jugement, fléchette, Il y a beaucoup d'accidents. et qui peuvent être très graves. Bien sûr. Pour revenir un peu aussi à cette notion de format, tu parlais de niveau, d'implication, où c'est des fédérations ou des ayants droit qui vont convier des créateurs. Quand eux, ils sont dans la création, justement, j'ai un sentiment de bypasser ce système-là aussi et presque de se créer un IP sur lequel ils peuvent construire. Donc la démarche aussi autour de l'événement, la réflexion autour, elle est différente. Et je suis très étonné de ne pas voir émerger une sorte de GP Explorer à un niveau inter. Là, de la même manière qu'on a un championnat de Formule 1, avoir un championnat annuel en 4-5 endroits différents, 4-5 continents, avec un Lucas qui est impliqué fortement dedans. D'autant plus que ça doit permettre de créer de la valeur additionnelle sur les infrastructures existantes. Là, pour moi, c'est le truc évident. Il a convié des créateurs internationaux derniers. Pour moi, la prochaine étape, elle est un moment de faire un championnat inter. Et quand il dit que c'était la dernière édition, c'est pas forcément très différent de machin qui dit qu'il arrête et qui va reprendre après. Je pense que c'est la dernière nationale. C'est une très bonne transition. Hein. Ce qui est intéressant, c'est Moi, j'avais parlé avec quelqu'un qui travaille en ce moment sur les ligues de la fédération de moto. Donc, c'est assez proche, tu vois, de la Formule 1. Et en fait, et c'est un truc qu'on pourrait peut-être détailler une autre fois. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le business model réellement et l'exploitation de ça? Le circuit, les écuries, les fédérations, les sponsors. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une base d'infrastructure qui est existante, qui est un peu capée en termes de revenus par le nombre de championnats qu'il y a, et voilà. Ouais. Et là, on crée tout d'un coup une nouvelle verticale d'exploitation. Bref, ce que vous dites est vraiment très intéressant tous les deux. C'est une très bonne transition vers Clem qui court et le running. On reste dans le sport. Clem qui court le running. Moi, je me retiens de dire Clem qui court n'amasse pas mousse depuis 10 minutes, et je pense que ce serait une mauvaise blague à faire. Oui. Donc je la fais pas. On va pas la garder. Voilà, on va pas la garder. Clem qui court, qui se retient un peu des réseaux, c'est ça le sujet? Parce que il a d'autres projets en parallèle. Retour de hype. Des hype pour lui. Des hype, bien sûr. Ouais. On est d'accord, c'est des hype. C'est des hype, c'est intéressant parce que... Ceci dit, la vidéo là, qui annonce le projet, moi je l'ai trouvée assez forte. Vous l'avez vu? Oui. Pas moi. Je le suis. Très réussi, je trouve. On revient un tout petit peu, on donne un tout petit peu d'éléments de contexte. Clem qui court, 580 000 abonnés sur Instagram. C'est une réussite sur les réseaux sociaux. C'est un peu une star du running. C'est aussi un créateur qui est arrivé dans la créateur économie relativement récemment, qui a connu une croissance qui est fulgurante, qui a créé une communauté extrêmement attachée à son personnage. Et puis plus largement que son cas isolé, il y a une sorte de coolness, je vous prends les mots de la bouche, Adrien, c'est ça? Non, c'est exactement ça. Avec des célébrités qui viennent dans le running ou dans le trail et qui donnent un éclairage supplémentaire à ça. Ouais. Fin avril, Clem qui court annonce et prend tout le monde par surprise. J'arrête tout. Plus exactement, ces mots, c'est l'histoire, elle est belle, point, mais l'histoire, virgule, elle est finie. On remarquerait que c'est la manière dont Sarkozy parle. La France, elle est belle, la France, il faut l'aimer. C'est l'espèce de rythme binaire. On le gardera pas non plus, peut-être. C'est très bien. Je trouve en plus, ça fait pas. C'est clair, c'est quelque chose qui n'est pas écrit par ChatGPT, donc c'est à valoriser. Et dans sa vidéo où il annonce qu'il se met en pause, néanmoins, il justifie ça en disant
et en utilisant des arguments sur l'anxiété, sur la dureté d'être créateur de contenu. Il dit: «Je me lève avec la boule au ventre, terrifié à l'idée de décevoir 500 000 potes». Il arrête. Il fait une vidéo superbe, ce que j'appelle une vidéo coucher de soleil avec la musique et les violons. C'est formidable, c'est super. Je sens une pointe de cynisme là, non? On Il voit reviendra. exactement. Gros comme le nez au milieu de la figure. On sent le coup de com'. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu à titre personnel, j'adore ce personnage, c'est super ce qu'il fait, tout ça. Néanmoins, utiliser des arguments aussi sérieux et aussi graves que la santé mentale des créateurs, la santé mentale en général, pour justifier un retard et pour justifier finalement ce qui s'est révélé être 10 jours plus tard, un coup de com', ça me gêne un tout petit peu à titre personnel. Effectivement, une semaine plus tard, il annonce qu'il revient, ou plutôt il annonce que l'histoire est différente, qu'il fait une course qui est un défi énorme. Je crois que c'est 700 km à travers la Corée pour rejoindre la Corée du Sud, le bout de la Corée du Sud jusqu'à la Corée du Nord, où il se filme et tous les jours il partage une sorte de vlog de son expérience et de sa course. C'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il ne s'arrêtera pas là parce qu'il a un autre projet aussi dans les tuyaux à venir. Comment tu sais ça? Le projet dans les tuyaux, toute sa communauté attend qu'il fasse une sorte de GP Explorer du trail. Surtout que c'est un format qui existe déjà en dehors des médias où il y a ces invitations et donc ça existe déjà et il pourrait le faire, ouais. Après, je me garderais bien toujours de savoir ce qui se passe dans la tête des gens. C'est pas la première fois qu'on a ces narratifs et c'est pas la première fois que c'est sincère aussi. Je pense qu'on se rend pas compte de ce que c'est d'être exposé à ce niveau-là. Donc, on peut vite aussi avoir envie de clouer la porte et puis après de revenir. Et voilà, je conseille, je ne souhaite à personne d'avoir ce mode de vie qui est quand même particulièrement difficile à vivre que d'être créateur. Voilà une belle leçon de tolérance, Adrien Vincent. En tout cas, un retour de hype qui est évident, puisque depuis qu'il a repris et qu'il a commencé son vlog en Corée, les gens l'ont bien pris. Ils ne sont pas dit on s'est foutu de notre gueule. C'est des gros scores en termes de nombre de vues. La qualité prod et le récit est à la hauteur de ce qu'il fait. C'est toujours c'est extrêmement prenant. On a envie, on court avec lui sans en faire l'effort, c'est formidable. Non, mais il arrive à placer son narratif, comme vous dites, à un niveau très très émotionnel. Je trouve ça très fort. Et c'est toujours ça avec les créateurs. Qu'est-ce qui est intentionnel, qu'est-ce qui est du pur ressenti, où s'arrête la frontière entre les deux, c'est ce qui fait aussi le talent. Sans transition, parlons du rapport d'amour-haine, je t'aime moi non plus, de la télévision française avec YouTube. C'est ta meilleure transition. Alors, nous, ce qui nous a marqué sur le mois d'avril, c'est le contraste qu'il y a eu entre Rodolphe Belmer et Delphine Ernotte. Rodolphe Belmer, donc, est le patron de TF1. Exactement. Et Delphine Ernotte-Cunchi étant la patronne de France Télévisions. Exactement. Qu'on a vu un peu plus dans les médias récemment. Exactement. Alors, hype des hype, retour de hype. En tout cas, YouTube, on est où Alors, pour qui? Pour TF1, pour France Télé ou pour YouTube? Une espèce de combat YouTube qui cristallise finalement tous les débats et tous les regards. Pour moi, c'est de la pure hype. Mais on peut peut-être expliquer aussi de manière assez simple de quoi il s'agit en fait. C'est-à-dire que la télévision en général est distribuée par des opérateurs dont personne ne connaît le nom, enfin, en général, qui facturent un fee pour envoyer le signal. Et là, celui qui distribue le signal dit moi je suis un peu plus qu'un opérateur. Il dit en fait non seulement effectivement je distribue ton contenu, mais la différence avec c'est quoi ZDF, TDF, ouais. c'est que moi en revanche je suis une marque en fait. Et comme je suis une marque, je suis cool, j'ai une audience et tu sais quoi, je touche la cible que toi tu touches plus en fait. Et jamais TDF dirait ça à TF1. Le mec, c'est, je pense, des ingénieurs qui disent on branche les câbles, on distribue le signal, tu vois. Et donc, il y a effectivement quelque chose d'extrêmement agressif, en fait, dans la manière dont YouTube se positionne vis-à-vis de la télé. Évidemment,
sans le dire, en disant pas du tout, nous on est des distributeurs de contenu, mais la TDF, par exemple, qui distribue la télévision française, n'a pas de régie. Donc va pas voir les annonceurs en disant, tu sais quoi, j'ai TF1, M6, je vais prendre un cut sur les deals de pub ou une part du revenu, alors que force est de constater que YouTube a bien une régie publicitaire et quand ils font le brandcast ou le officiel de YouTube, ils invitent des agences médias et des annonceurs pour leur dire nous avons non seulement une audience qui est celle qui est la plupart des... Enfin, avant ils disaient les jeunes, mais c'est plus ça, hein. C'est plus vraiment ça qu'ils disent. Ouais. Ils disent les Français. Ouais. Et maintenant, du coup, on a tous les contenus. Je peux vous lire ce que dit TF1, ce qu'a écrit Rodolphe Belmer sur son compte LinkedIn. Ouais, ça va être plein d'amour pour YouTube. Non ? Exactement. Une concurrence déloyale et une asymétrie de régulation qui ne sont plus tenables. Quelques phrases plus loin, il dit YouTube, lui, se développe sans être soumis aux mêmes obligations, ni en matière de financement de la création, ni de fiscalité, ni de régulation des contenus, ni de limitation publicitaire de toutes sortes. Ce déséquilibre ne saurait durer. C'est extrêmement dur, c'est une prise de parole qui est publique et sur LinkedIn, qui est quand même écrite par le patron de la plus grosse chaîne audiovisuelle française d'Europe. Hein. D'Europe, ouais. Exactement. Et quelques jours plus tard, grosse annonce de France Télévisions qui a signé avec YouTube pour mettre à disposition sur YouTube la quasi-intégralité du catalogue du service public de France Télévisions, en tout cas toute l'information, tout le documentaire, avec une rapidité de diffusion. Des créations exclusives aussi. Des créations exclusives et une rapidité de mise en ligne des contenus extrêmement élevée. Je cite Delphine Ernotte, ce partenariat stratégique avec YouTube accélère la stratégie Streaming First de France Télévisions, vous apprécierez mon accent. Il renforce le rayonnement des contenus d'information de France Télévisions auprès de tous les publics, y compris des plus éloignés des médias traditionnels. Nous sommes fiers de ce partenariat stratégique à France Télévisions. Ça, c'est Justine Rist qui parle de YouTube. Et convaincu de la parfaite complémentarité entre YouTube et les antennes du service public. On accueille tout le monde sur YouTube, le communisme total. C'est très intéressant de voir. On se rappellera des discours anti-YouTube de Delphine Ernotte il y a encore 5 ans. C'est très intéressant de voir le contraste entre les deux. Qu'est-ce qui se joue ? C'est quoi le problème ? C'est qu'il y a d'un côté quelqu'un qui accepte un état de fait et l'autre qui le combat déjà. Je pense que c'est quelque chose qui est évident à lire. Il y a un deuxième point qui est sur France TV, qui est quand même, il ne faut pas oublier, c'est que France Télé a France.tv, qui est une plateforme de streaming où tu es censé pouvoir retrouver un concurrent du jeu, où tu es censé pouvoir retrouver tous les contenus qui sont le discours France Télé consiste à dire pardon, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais la guerre est perdue. Nous n'attirons plus sur notre plateforme un public, je sais pas, de 18-35 ans par exemple. Donc ça sert à rien d'investir de l'argent pour fabriquer des programmes que personne ne regarde. Allons les mettre là où il y a des gens pour les regarder. C'est ça. Pour moi, c'est plus arrêtons de dépenser de l'argent ou arrêtons de s'échiner à essayer de développer une plateforme de streaming. Diffusons nos contenus à l'endroit où les gens sont. Et continuons à produire des contenus, mais faisons du contenu pour du multiplateforme. Après, rappelons aussi que YouTube n'est pas producteur, a tenté et n'a jamais réussi à le devenir non plus. Donc on est peut-être juste sur une séparation entre d'un côté les producteurs et de l'autre les diffuseurs, distributeurs. Et la télé, il y a un problème économique, à mon avis, majeur, c'est que le coût de fabrication de la minute de télé n'est pas amortissable avec une recette publicitaire YouTube, tu vois. Genre, si je fais un compte d'épicier tout bête, les chiffres ont dû changer, quoi, mais... pour l'instant. Mais aujourd'hui, un contenu produit pour la télé,
il est d'abord diffusé en télé, il génère des revenus à la télévision et après il est diffusé sur YouTube. Donc c'est des revenus complémentaires qui ne seront de toute façon pas atteints grâce à France J'ai envie de te Télé. dire qu'un bump te dirait pas ça. Bon, et c'est pas le prix d'un The Voice, hein, d'un prime de The Voice, mais c'est quand même des Si. grosses prods. Si, c'est le même prix. Enfin, un Un truc peu à moins 800 000 cher. balles. Ouais, tu me diras, oui, le c'est vrai qu'on Zoo, s'approche du c'est million. pareil. Ouais, ouais. Sur M6 Plus, sur TF1 tu dois être à 20 de CPM ou à 25, je sais pas, net éditeur. Donc à chaque 1000 vues, je gagne 20 euros, quoi, c'est ça ce que ça veut dire. Et sur YouTube, je pense que l'éditeur de contenu, donc la chaîne de France Télé, elle doit toucher, je sais pas, 4 de net de. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc tu divises les revenus par 5. Alors tu te diras, on s'en fout parce que c'est pas fait pour le streaming, ces trucs-là, c'est fait pour de la télé. Oui, mais comme la télé vieillit de plus en plus, que l'âge moyen des exploitateurs vieillit de plus en plus et que les sites publicitaires, ça reste quand même les 18-49 qui sont de plus en plus sur YouTube, ça veut dire qu'à un moment, tu fabriques des contenus avec, on dit quoi, 5 fois moins de recettes potentielles. Bah, il y a Donc, des budgets 5 fois moins. Alors, nous, ouais. on a été contactés par France Télé, comme tous les producteurs du milieu, et on sait très bien qu'ils sont à la recherche d'un grand volume, au coût minute très faible, justement pour nourrir ces grilles. Donc, ils sont en train de s'adapter aussi. Et en plus, si tu veux, c'est-à-dire que les programmes de France Télévisions, ils ne sont pas produits pour la plupart par France Télévisions. Ils sont diffusés par France Télévisions. Donc il y a bien un producteur qui peut être Thibaut Ferrari, par exemple, et un diffuseur qui est YouTube. Et donc tu te dis, mais France Télévisions, c'est quoi alors? Ah, C'est une marque. C'est une marque éditeur. Ouais, ils ont quand même Donc, tu vois, c'est une prod déléguée hein, sur ces échanges-là. Ils ont des équipes éditoriales qui supervisent et ils donnent une cohérence de grille. Grosso modo, quand tu regardes un programme sur France Télé, il va être produit par Media One, Mhm. va être produit par Banijay. Donc l'ayant droit de producteurs, la plupart du temps, c'est pas France Télévisions. Eux, ils sont une plateforme d'exploitation. Ça, c'était leur métier avant. Un éditeur. Donc, il y a 2 métiers. Et là, ils disent, en fait, on va abandonner notre métier de distributeur, diffuseur pour devenir éditeur. Et un éditeur, c'est quelqu'un, pardon, je le dis de manière extrêmement péremptoire, mais quelqu'un qui dit, faites-moi confiance pour mon goût et ma sélection de contenu, parce que chez moi, quand je vous diffuse quelque chose, c'est très bon. Dans l'univers de YouTube, cette marque éditeur, je sais pas ce qu'elle vaudra. Un éditeur, c'est un algorithme à l'ancienne, c'est ça? Ouais. Fais-moi confiance, que je sais ce que je vais te diffuser, Je te te montrer. garantis une certaine forme de qualité, de valeur, de positionnement, de regard sur le monde. Une sorte d'algorithme. Une promesse, en tout cas. C'est une bonne question quand même, de savoir si c'est la même chose, quoi. Et puis, C'est un peu la promesse de potentiellement, l'algorithme. Est-ce que c'est non, pas la preuve de l'opposé d'algo l'algorithme, c'est quand même te dire, je sais ce que toi tu vas aimer, là où l'éditeur a une visée, à mon avis, légèrement plus large d'un récit plus large, tu vois, nous allons rassembler pas mal de gens autour de quelque chose. Tu vois, Je vous titille. Ah, ok. On peut rester sur l'info? Mhm. Mhm. Les newsfluencers, ça vous parle? Rien que le mot est horrible. Je vous le dis avec l'accent. Oui, News l'accent est influencer. génial. T'avais tenté Newsfluencer. quoi comme néologisme sur cette catégorie, toi, là, ces derniers mois? Les Next Gen News Creators. Ok, nous on avait parlé C'est aussi. des créateurs d'information. J'étais assez fier Créateurs d'infos. du terme de créateur d'information. Ouais. Créateur d'info, c'est pas mal. Tout ça pour pas dire- On avait tenté nouveau journaliste aussi. Tout ça pour pas dire journaliste, en gros. Oui, exactement. Et la différence avec un journaliste, c'est... La carte de presse. C'est ça? En fait, dans le journalisme, t'as... Putain, moi, je fais le mec qui théorise. C'est à la fond, hein. déontologie plus C'est que la que carte de t'as, presse. Tu peux être journaliste et pas avoir la carte. Oui, puis tu as 2 démarches. Il y en a une qui consiste à synthétiser de l'information qui a été produite par d'autres gens, et l'autre qui consiste à faire de l'investigation, qui est le métier, on va dire, noble, originel du journaliste. Je vais constater quelque chose, savoir si c'est vrai, le rapporter et le diffuser. Et pour l'instant, c'est assez difficile en fait de financer cette activité-là. Donc l'activité la plus connue est plutôt une activité de synthèse et de présentation. Hugo Décrypte, jusqu'au jour où il aura les ressources pour... Hugo n'a pas la carte, il ne pourra jamais l'avoir. toute son équipe, là, en revanche. Hein. Oui, toute son équipe, là, lui ne l'a pas parce que ses revenus, son modèle de revenus financiers ne permet pas de l'obtenir. Et pourtant, on le qualifie de journaliste, hein, je pense, sans problème. Newsfluencer, c'est hype? Voire c'est pré-hype? C'est pré-hype. D'accord. Hein. On est d'accord, c'est un C'est phénomène très qu'on vite, parce que observe. c'est pas monstrueux pour l'instant. Non, effectivement, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup aux États-Unis. Ouais. Nous, ça nous intéresse beaucoup dans le sens où il y a Il y a notamment un nom dont tout le monde parle, Johnny Harris. Johnny Harris. Exactement, Johnny Harris qui est à l'origine de... New Press. Exactement. Il a- c'est quoi? 7 millions d'abonnés sur sa chaîne. C'est beaucoup quand même. Et juste pour dire un mot de Johnny Harris, et donc c'est un type qui fait pour le coup de l'investigation, je trouve.
Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos. C'est des vidéos qui sont longues, qui sont chères, c'est $50 000 la vidéo, ce qui est beaucoup et il a une influence assez considérable maintenant sur des marques, sur des phénomènes sociaux et tout. Et donc il a monté New Press, qui est une sorte de collectif. Je vais peut-être laisser un peu la parole. Non, vas-y, je te laisse. T'es beaucoup plus à fait Collectif de journalistes connus, extrêmement exigeants, qualitatifs, en disant en fait l'information devient un bien tellement précieux que ça mérite d'être financé, et donc c'est une plateforme, app qui permet de donner un peu d'argent, une sorte de Patreon. du journalisme. Ouais. Exactement. Autre initiative un peu similaire, 404 Médias. 404 Médias, c'est pareil, c'est des journalistes qui se sont associés. Alors, ils sont un peu plus. Il y a quelques médias aussi. Ouais. Pareil, ils se sont associés. Financement semi-participatif, en tout cas, qui appelle à l'abonnement de leurs lecteurs, et pour produire une information hyper qualitative, pour aller, ils ont vraiment cette logique qui sont très tech, donc ils utilisent les dernières technologies d'IA, ils vont faire des enquêtes pour débunker, pour révéler des scandales. Bref, il y a vraiment une qualité de journalisme qui est très élevée. C'est des initiatives qui sont formidables. Moi, ce qui me semble intéressant, si on se projette là-dessus et si on regarde un peu ce qui peut se passer en France, c'est que Johnny Harris, c'est presque une seconde génération. C'est-à-dire que d'abord, je crois que c'était un journaliste du Washington Post. Ensuite, il a rejoint Vox Media. Et Vox Media était déjà un néo-média. C'était déjà une émanation. Une sorte de brut, un peu. Exactement, voilà. C'était déjà vu comme un peu le nouveau média cool de l'information et du journalisme aux États-Unis. Et là, il s'est émancipé de Vox Media pour monter son propre média. C'est comme si demain, tu avais Rémi Buzine qui quittait Brut, qui s'alliait avec, je sais pas... c'est Charles Villa. C'est Charles Villa qui est en train de l'écrire. Oui, effectivement. Mais pour l'instant, Charles Villa, il fonctionne seul. Oui, il fonctionne sur du docu en plus. Il n'est pas complètement seul, je crois. Oh, il a une petite équipe. Il a une team aussi de créateurs. Ils sont en train de... Je ne sais pas précisément, mais ils sont en train de s'organiser, de de voir quel modèle économique pourrait... Ils montent une team à 3-4 journalistes ensemble. Ils créent une marque média pour être un peu plus fort. Ils demandent à tous leurs fans, à tous leurs abonnés, de les financer à hauteur de 4 € par mois. Ça crée un nouveau média. C'est plus Brut, c'est plus TF1, c'est l'étape d'après. Quand tu interroges la jeune génération de journalistes, ils ont fait une étude ou un sondage, c'était le SJ, et en leur demandant qu'est-ce qu'ils veulent devenir plus tard, ils ont tous répondu Hugo Décrypte. Donc ça veut dire que mathématiquement, tu vas avoir une vague de journalistes qui vont se projeter là-dedans, ou quelque chose de peut-être encore plus moderne. Ces gens-là, et ils n'iront pas bosser aux Parisiens. Sont devenus l'incarnation de l'indépendance de la presse, finalement, d'en étant eux-mêmes, que ce soit Johnny Harris ou Hugo Décrypte, propriétaires d'une structure unique décisionnaire de leur business model. En fait, ils incarnent une liberté de presse qui disparaît par ailleurs. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire que finalement, être journaliste seul, c'est compliqué? Parce que les modèles qu'on vous a décrits, c'est pas Johnny Harris seul qui se lance et qui demande, qui lance son Patreon, qui lance sa newsletter financée. C'est Johnny Harris qui s'allie avec d'autres journalistes pour monter un média. Donc en fait, ils sont en train de recréer un média. Ouais. Est-ce que c'est pas le constat que finalement c'est pas facile et c'est pas viable d'être seul journaliste et de demander à être financé? Ça l'était déjà pas avant. Oui, ça c'est sûr. Non, mais il y avait. À mon avis, comment tu fais pour avoir une carte de presse? Comment tu fais pour financer de l'investigation? Comment tu fais quand tu as un procès lourd à financer avec un avocat? Comment tu gères ton business model, soit par abonnement payant, soit par des revenus publicitaires qui nécessitent d'avoir une régie. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de plateformes qui vont dire aux créateurs, moi, je peux te le faire, tu vois. Une plateforme américaine, moi, que j'aime pas beaucoup, que je vais pas citer, mais qui dit à peu près ça, on va faire ça pour toi. Je doute que ça soit faisable à l'échelle, en fait, en réalité. Te dire en fait, et quand tu es une plateforme, tu sais peu ou prou que tu vas toujours favoriser les 5-10% de top créateurs au détriment des 80-90. C'est-à-dire que c'est souvent le cas dans toutes les agences. Sur la longue telle, il y aura quand même une difficulté là-dessus. Moi, je crois plus dans ce genre d'initiative
à taille relativement humaine, 10, 20, 30, 40 personnes qui s'unissent, qui sont capables de monter une régie, par exemple, de financer un peu de juridique quand tu te fais attaquer, etc. Ça me paraît plus réaliste, ou d'avoir des modèles médias qui se transforment. C'est une marque média classique, établie, qui a déjà de la trésor, un historique, une crédibilité, qui dit bon, bah, je vais ouvrir le modèle et commencer à accueillir un certain nombre de créateurs, si tant est qu'ils soient capables d'avoir une relation plus souple. Aujourd'hui, tu es une marque média établie, que ce soit un média papier, que ce soit une émission à la télé, que ce soit tout ça. Tu te poses beaucoup de questions sur comment est-ce que je mets en avant mes journalistes, mes incarnants, et jusqu'où je les mets en avant. Est-ce qu'à un moment, ils vont pas s'affranchir de sa propre marque? Est-ce que si je les mets trop en avant, ils vont pas se dire je n'ai plus besoin de la marque qui est derrière moi? Et en même temps, quand tu es un média, aujourd'hui, en 2026, tu as besoin d'être incarné. Donc, il y a une tension qui est existante, je pense, et qui existe chez tous les médias, que ce soit papier, digitaux, ou toutes les marques médias ou télé. C'est dans quelle mesure mes chroniqueurs, mes plumes, mes journalistes et tu sais quoi, honnêtement, sont incarnés. En tant qu'agent, c'est la question que je traite honnêtement 2 fois par jour en ce moment. Avec des incarnants, des journalistes, des animateurs qui veulent avoir leur indépendance et qui luttent avec le média qui lui dit à juste titre, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui fais ta notoriété, donc tu peux pas partir avec ta notoriété, il faudrait que tu la laisses en partant. Et l'autre lui dit bah non, c'est mon compte Instagram. Donc, et cette tension, elle est extrêmement forte. Et essentielle. Ouais, franchement, j'ai l'impression que le combat même plus profond qui doit être mené, c'est le retour progressif à faire payer leur contenu aux gens, en fait. En tout cas, sur l'info. L'enjeu, il est là. J'ai l'impression qu'ils se battent tous pour des clopinettes par rapport à il y a 20 ans où les gens payaient l'info. C'est très juste. Moi, je vais terminer sur une note d'espoir là-dessus. En chanson. En chanson, eh bien, Oui. tu as pas totalement tort, puisqu'effectivement, c'est un clin d'œil au monde de la musique, où il y a 20 ans, on pensait que la musique allait forcément être gratuite et que ça allait être fini, que les gens n'avaient plus payé pour la musique. C'était à l'époque de Napster, du peer-to-peer, et tout le monde s'échangeait des fichiers MP3 gratuitement, et plus personne n'achetait de CD. Aujourd'hui, on est dans le monde de la musique, alors peut-être certains peuvent juger. Qui a changé, mais qui fonctionne. Oui, certains peuvent juger qu'on rémunère pas assez les artistes via les plateformes Spotify et compagnie. Néanmoins, aujourd'hui, les gens payent pour de la musique, où il y a un système économique, à la limite financé par la publicité, qui rémunère les artistes, et on achète des vinyles. Et on se déplace en concert et en festival. Ouais. Donc peut-être que l'information sera aussi payée à sa juste valeur, en tout cas. L'enjeu, il est là. Le nerf de la guerre, il est là. En tout cas, on peut le souhaiter. Oui. C'est essentiel. Merci, messieurs. Bravo, merci beaucoup. Merci. Beaucoup de sujets aujourd'hui, c'était top. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est super. Je vous embrasse.